maintenant le plaisir de vous présenter notre prochaine conférencier, Maître Lucie Lamarche, présentement professeure à la Faculté de droit de l'Université d'Ottawa, mais j'ai également le grand plaisir d'annoncer qu'elle va bientôt effectuer un retour au bercail, c'est-à-dire elle va redevenir professeure en sciences juridiques à l'UQAM dès le mois d'août prochain. Youpi! Oui, quelle bonne nouvelle. Elle est spécialisée en droit social et du travail, les droits socio-économiques, et ce, au plan national, international. Elle a dirigé à l'Université d'Ottawa le Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la personne, mais c'est rien comparé à ce qu'elle va faire quand elle va revenir ici. Alors... Sur ce, c'est avec grand plaisir que j'invite Lucie Lamarche à prendre la parole pour vous entretenir sur une conférence qui s'intitule « La dernière réforme de la loi sur l'assurance-emploi de la plomberie au design contemporain ». Merci infiniment de ce chaleureux accueil. Faire brailler la conférencière et lui donner 23 minutes quelque part, c'est un peu cruel et inusité. Mais comme nous sommes dans l'ère de la justice procédurale, je vais m'adapter. D'abord, féliciter Sciences juridiques. Vous avez remarqué, c'est la 15e édition de cette journée en droit social et du travail. Félicitations Sciences Juridiques et ses partenaires pour cette incroyable et résiliente initiative. Vous dire aussi que ma présentation s'inscrit résolument sous l'angle des droits de la personne, étant entendu que le droit à la sécurité sociale, c'est un droit de la personne. Vous dire aussi que je souhaite que vous ne perceviez pas un gramme d'arrogance dans le titre de cette présentation. Je cherchais quelque chose pour me distinguer des experts qui m'ont précédé, mais j'ai aussi entendu Pierre Issélis ce matin dire « c'est peut-être un virage plus signifiant que simplement une 5e horrible réforme du régime de l'assurance chômage, et je suis de cette même intuition. Donc, deux points dans cette présentation, la plomberie et le design. Alors, dans les pays industrialisés, les régimes dits assurantiels ou contributoires sont à peu près toujours axés sur deux ensembles que j'appelle les deux robinets, c'est-à-dire le robinet de l'admissibilité. On a eu des meilleures journées, on a maintenant de moins bonnes journées, mais l'admissibilité par création successive de catégories de prestataires. Il y a eu des époques où il n'y avait qu'une catégorie, mais ce n'est pas la première fois que pleuvent sur nous des qualificatifs tous plus obscons et sibyllins les uns que les autres. Alors, itinérants, ordinaires, etc. Bon. Donc ça, c'est la première bulle. Dans la deuxième bulle, ou le deuxième robinet, je dirais qu'il est question de la gestion du droit à la période de prestation. Et là, je fais une brève énumération. Je suis ravie que Jean-Guy ait d'abord pris la parole parce que vous allez retrouver là l'essentiel de son papier, tantôt la durée, le taux, quel taux, à quel moment de la période se renouvelle ou pas, est-elle étendue ou pas, et j'ajoute dans cette bulle les sanctions et les recours. Donc, c'est la thèse des deux robinets qui est absolument pas inusitée, et pour se projeter un petit peu dans l'histoire du droit social international, qui reflète assez bien les fondements, finalement, de la Convention 102 de l'Organisation internationale du travail sur les normes minimales de sécurité sociale. Problème, qui a la main sur le robinet? Et là, j'ose quelque chose parce que, personnellement, je pense qu'il y a des gens qui n'ont eu qu'un fort léger rapport évanescent avec la plomberie de la loi sur l'assurance chômage, et ce, je dirais de manière cumulative, mais depuis un petit bout de temps. Alors, je n'ai pas le temps de m'étendre, mais mes petites bulles de gauche ne devraient pas vous surprendre beaucoup. Et le fait que les bulles de droite soient un petit peu plus rondouillettes que les bulles de gauche ne devrait pas vous étonner trop non plus. Je vous soumets pour discussion
qu'il y a des groupes dans la société canadienne et québécoise qui ont un rapport plus direct au robinet, au pluriel, de la loi sur l'assurance chômage-emploi que d'autres. Et je dirais même qu'il y a des groupes qui n'ont aucune espèce d'accès, soit par voie de représentation, soit par voie syndicale, parce qu'ils sont un regroupement d'employeurs ou quelque autre canal prévu par le tripartisme classique des programmes dits d'assurance sociale à cette législation. Et franchement, quand vous regardez ça du point de vue des droits de la personne, nous avons un problème, ce qui ne signifie pas qu'il faut flusher une loi, mais c'est bien de se dire que nous avons un problème et que les taux d'exclusion dominent nettement, pour tout un ensemble de raisons, les taux d'inclusion du régime en état, dirais-je. Donc, problème de robinetterie. Est-ce de la rouille? Bon, nous avons un problème de robinetterie et il y a des squelettes dans le placard ou des flexi-éléphants. J'ai pris flexi parce que maintenant, dans une conférence, il faut absolument placer ou bien flexi-sécurité ou bien flexi d'autres choses. Alors, il y a des flexi-éléphants dans la pièce et j'en identifie rapidement 4. Le premier me titille souverainement. Nous avons à l'égard du fric, grand F singulier, qui est attaché à tout ce qui s'appelle éducation, formation qualifiante et employabilité, EDT et DMT, un immense problème de traçabilité. Où est-ce qu'il y a le fric? Comment on mesure? Pourquoi? Quels critères? Etc. Il y a là une confusion des genres qui, je crois, doit être nommée parce qu'elle est intimement liée aux droits de la personne qui sont interdépendants, s'agisse-t-il du remplacement du revenu, de la formation professionnelle, du droit à la vie, à la sécurité ou à un niveau de vie décent. On ne sait pas grand-chose. Et quand on sait quelque chose, ça nous est présenté de manière assez ronde et peu détaillée, ou alors ça nous est présenté de manière longitudinale. La personne a changé de régime, ça fait 6 mois qu'on n'y a pas payé de l'aide sociale. T'sais, bon. Ça dit peu de l'aspect, la dimension qualitative de ce premier flexi-éléphant. Le deuxième concerne la mobilité nationale et internationale de la main-d'œuvre. Je pense que l'épisode Banque royale du Canada nous a appris beaucoup de choses et que c'est un petit peu plus compliqué, les enjeux de mobilité, que juste dire il n'y aura plus de travailleurs migrants temporaires où on va regarder ça de près. Bref, la question, l'éléphant pose la question, la mobilité nationale et internationale est-elle là pour rester? Je crois que oui. Dernier rapport de l'OIT 2011, 90% des migrants et membres de leur famille bougent pour travailler. Troisième question, troisième flexi-éléphant, l'état de la stratégie de développement économique qui actuellement au Canada est fondée sur les ressources naturelles et sur le savoir et finalement, et là j'insiste, ça fait combien d'années plurielles qu'on n'a pas parlé des droits pluriels des bénéficiaires de la sécurité du revenu, lesquels, tant au vu du texte législatif lui-même qu'à l'analyse des pratiques, sont inexistants. Donc, voici pour mes 4 flexi-éléphants ou squelettes dans le placard. Rapidement, on a beaucoup, et je m'excuse, je pense que c'est pas l'idéal des lettres blanches, mais j'ai pas la compétence technologique de Stéphane. On a parlé beaucoup d'activation des travailleurs. Alors, bon, je vous retartinerai pas ça, mais je pense que c'est plus tout à fait ça non plus. Alors, j'essaie sur cet acétate de ramasser un peu les tendances lourdes. On connaît tous les 4 piliers de l'OCDE 2006. J'attirerai votre attention sur le dernier. Nous n'activons pas que les personnes, nous activons aussi les prestations et les systèmes. Et là, cette affaire du tribunal de la sécurité sociale me semble l'exprimer de manière techniquement adéquate, ce que ça signifie qu'activer un système. On pourrait faire des analogies aussi avec l'activation de système en matière d'appel et de demande de statut de réfugié. C'est vraiment dans le même registre. Nous ne parlons plus tant d'activation, c'est la colonne centrale, que de marché du travail transitionnel. On connaît le truc, donc c'est
l'exigence d'ajustement immédiat de l'offre et de la demande. Et j'attire votre attention sur le deuxième picot. Il s'agit de protéger les personnes contre les risques pluriels de toutes les transitions. Ce n'est pas tout à fait la même chose qu'activer la main-d'œuvre en vue d'une recherche d'emploi. Et plus récemment encore, j'ai mis la référence, nous parlons dans la littérature, et pas seulement la littérature OCDE, des capacités de la personne dans une logique de marché du travail transitionnel et donc d'une protection sociale de base. Pour donner suite à la présentation de Pierre Issalis ce matin, nous sommes aussi à contempler la notion de recours réflexif à un droit souple. Alors, je me suis dit, quel diable, il faut bien que je trouve un exemple. Alors, en voici un qui m'apparaît assez compétent. Je dirais que pour ceux et celles qui ont la pratique de la loi sur l'assurance chômage, les ententes de travail partagées, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre, qui sont un peu de toutes les couleurs, et prévues par la loi, et pas prévues par la loi, et soumis à une négo, et dépendant du secteur et de la région et du jeu des acteurs, sont de la nature de ce nouveau modèle promu, qui est celui du recours réflexif à un droit souple, ou pour prendre l'américanisme de circonstance, les législations sociales ne seraient plus top-down, mais bottom-up. Donc, il faut garder tout ça un peu dans sa besace, et je pense que c'est plus que de simplement dénoncer l'aspect répressif de l'activation des travailleurs, ce qui ne signifie pas que cette activation ne soit pas répressive. Bref, fin du point 1. Une bataille, me semble-t-il, vue du point de vue des droits de la personne, ne peut pas aller sans l'autre. Ce qui n'est pas une affirmation sans risque, j'en conviens. Et pour faire bref, parce qu'on l'a beaucoup évoqué ce matin, comment isoler les potentiels chômeurs techniques des plus démunis que sont, dans notre jargon québécois, les bénéficiaires de la sécurité du revenu, et de cet autre groupe qu'on se plaît à dire « Ah, les autres ». Oui, mais les autres aussi, ils ont droit au travail, là, que sont les travailleurs immigrants, migrants temporaires, migrants attachés à la libre circulation d'un bien, d'un service en vertu des accords de commerce, etc. Et j'imagine que si je n'étais pas juriste, je me permettrais d'utiliser le mot holistique. Alors, il y a quelque chose d'holistique dans le besoin de revamper le design contemporain ou le design intérieur. Et la question à la clé, qui a été soulevée d'ailleurs dans le colloque qu'organisait Sylvie Morel et compagnie la semaine dernière, Économie autrement, c'est quelle est la question? L'assurance sociale ou la protection sociale? Hein? Et souvent, on glisse sur les termes. Or, en matière de droit à la sécurité sociale et de sécurité sociale, les mots assistance, assurance, protection, etc. ont des sens particuliers et ne se limitent pas à distinguer les catégories assurantielles d'assistentielles. Je dirais que le mot clé, c'est le mot social. Mais parce qu'elle évoque cette idée d'origine de la solidarité, mais l'enjeu économique, c'est le mot protection. Et je vous rappelle que dans les 4 piliers du travail décent de l'agenda de l'OIT, ce n'est pas l'assurance sociale qui constitue un pilier, mais bien la sécurité sociale. Je ne sais pas, Rachel, s'il a été prévu de rendre ce PowerPoint disponible quelque part, mais de toute façon, je ne veux pas lire des acétates et je me ferai un devoir de vous le transmettre si vous trouvez que ça vaut la peine. Récemment, on a constaté sur la scène internationale une rencontre entre les organes droits de la personne et l'OIT sur le thème de la protection sociale. 2 documents piliers. Le premier pilier, l'observation générale numéro 19, adoptée par le comité d'experts du Pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui, remarquez-le, parle de sécurité sociale, y compris les assurances sociales, et promeut le principe de non-régressivité, mais pas d'immuabilité des méthodes utilisées pour livrer la protection sociale. Dans cette même observation, remarquez qu'on parle de la protection de l'exercice minimal d'un droit à la protection sociale. Un peu comme chez les promoteurs des capacités, on parle d'une protection sociale
de base. Et on dit ensuite, c'est pas important la méthode, c'est l'objectif qui compte. Donc, protection sociale, exercice minimal du droit à la protection sociale. Et on conclut en disant, il y a 5 principes qui sont non compressibles, non négociables et doivent être respectés. Ils ne vous étonnent pas, mais on ajoute, il y a des besoins prioritaires et remarquez que l'assurance chômage n'est pas jugée un besoin prioritaire par la communauté internationale. Ce qui s'explique dans une perspective historique, mais qui n'explique pas, dirais-je, que l'on isole les chômeurs comme un risque qui serait différent des autres à l'analyse des besoins jugés prioritaires. Alors, je ne sais pas si vous me voyez venir avec mon affaire. Il y a une peau de chagrin là, qui perd son surplus de poids un petit peu. Et il y a un mouvement international de convergence entre les personnes, les groupes de personnes vulnérables et qui rend donc la survie du statut de chômeur technique un petit peu plus complexe. Écho à cette observation générale numéro 19, à l'OIT, l'été dernier, avec l'adoption, le titre, si vous deviez ne retenir qu'une chose, retenez le titre de la recommandation. Recommandation 202 sur les socles nationaux de protection sociale. Premièrement, on convient que la protection sociale, c'est un coût de compétition entre les États et que chacun a droit à son modèle. Je ne lirai pas le préambule, mais remarquez que ce préambule ne met pas que l'emphase sur les gens en demande de protection sociale, mais tout autant sur l'économie, la lutte à la pauvreté, le besoin de protection sociale, que, je lis seulement le début du dernier considérant, le fait que la sécurité sociale, pas l'assurance sociale, la sécurité sociale, remarquez que le titre de la recommandation, c'est protection sociale, alors que la sécurité sociale, c'est un investissement dans les hommes et les femmes, leur donnant la capacité de s'adapter aux changements de l'économie. Écoutez, là, ce n'est pas la Banque mondiale qui parle là. C'est l'Organisation internationale du travail. Et ce paragraphe, ce seul paragraphe, a été âprement débattu pendant 600 pages, je le sais, je les ai lus, entre le Danemark et le Brésil, et le Danemark a gagné. Et les discussions sont tripartites à l'OIT. C'est quoi l'idée de la recommandation 102? C'est une conception de la protection sociale à 2 vitesses. Un socle de protection sociale minimale et des stratégies d'extension de sécurité sociale. Alors, si on retraduit ça dans notre histoire canadienne et québécoise de la protection sociale, est-ce que cette notion de 2 vitesses mérite d'être privilégiée? Il y aurait des gens qui auraient un petit peu plus d'aisance que d'autres à accéder à des socles, ou si on situe l'assurance chômage dans la logique de l'extension, parce que vraiment, sur le plan international, c'est assez ça l'enjeu actuellement. Ce qui est la bonne nouvelle de cette recommandation 102, c'est la convergence, justement, entre la perception de droit à la sécurité sociale qui vient des Nations unies, donc du comité du pacte sur les droits économiques et sociaux, et l'article 3 de la recommandation qui fournit quand même 18 critères. Qu'est-ce que c'est un régime de protection sociale de qualité? Et je vous invite à lire ces 18 critères, dont le tripartisme, d'ailleurs. Vous allez me dire, bien oui, bien sûr, le tripartisme, c'est l'OIT, mais je vous rappelle que le jeu des acteurs ne donne pas les mêmes résultats de protection sociale dans le contexte canadien et canadien et québécois, et cela doit être considéré. Donc, dans le fond, socle minimal de protection sociale. Ici, je reviens aux 5 critères étendus, le plus de personnes possible. On n'a pas dit à quel taux, là. Le plus de personnes possible. Une couverture le plus universelle possible des besoins. Si vous regardez le petit encart, vous avez la liste des besoins prioritaires. Un niveau approprié de satisfaction des besoins, et très souvent on lit de satisfaction des besoins de base. Remarquez que remplacement de revenus,
sortie du décor, égalité, non-discrimination et disponibilité de recours. Mais là, je pense que mon collègue Issalis a parfaitement raison. Les recours dont on parle ici sont des recours de droit réflexif, des recours de proximité. Hein, on est dans la logique de la médiation, de la résolution des conflits, du deal, du trade-off. On est pas mal loin du contrôle judiciaire de la décision administrative. Et franchement, si vous êtes le bénéficiaire d'un régime de pension de vieillesse de base au Ghana, la discussion de ce matin vous apparaîtrait un peu étrangère à vous. Donc, il faut aussi mettre cette idée de recours dans une perspective plus universaliste, dirais-je. Alors, ça bouge de par le vaste monde. Deux sources extrêmement intéressantes qui constituent des compilations très récentes d'initiatives du Vietnam à la Chine en passant par la Zambie, l'Équateur, la Colombie. Qu'est-ce qui décolle au niveau international? On est dans le post-ajustement structurel. Ce sont les régimes universels de base de réponse aux prestations, aux besoins essentiels. Alors là, il y a tout un jargon. Ils peuvent être conditionnels, non conditionnels, c'est une autre discussion. Bref, voici mon message. La tendance mondiale est non pas à tout saccager, on a fait ça pendant 20 ans, on a vu ce que ça a donné. Elle est à réinstaller, pardonnez-moi l'anglicisme, des régimes de protection sociale de base, et j'insiste, là, de base, besoins essentiels. C'est la tendance de convergence. Voici deux très bonnes études si vous aimez les choses techniques et descriptives. Conclusion. J'arrive, Rachel. Quel timing. Alors là, je vais prendre une chance. Je ne me ferai pas des amis. C'est une intuition et ce n'est pas du tout un statement politique dans quelque sens que ce soit. Si on combine l'analyse de notre expérience canadienne eu égard à l'assurance chômage emploi, mais aussi notre expérience, dirais-je, à l'égard des régimes de dernier recours qui ne sont plus des régimes de droit, et aussi notre expérience dans l'arrimage de ces régimes tantôt assurantiels, tantôt assistentiels, en eu égard à l'employabilité. Alors ça, c'est notre fonds de commerce. C'est ce qui nous met de mauvaise humeur. En plus, on s'aperçoit que par quelques bouts qu'on prenne la question, il y a beaucoup de millions dont on ne connaît pas exactement la destination du point de vue des bénéficiaires de droit. Deux, on a un problème général, je dirais, de design contemporain, parce que quelques régimes de législation sociale que l'on examine, on arrive à peu près toujours à la conclusion qu'il y a plus d'exclusion que d'inclusion. Alors, ça, c'est notre expérience nationale. Maintenant, je ne veux pas faire gna-gna, mais nous vivons, voyez-vous, dans un monde mondialisé. Et on n'est pas tout seul à penser. Où s'en vont les autres? Y compris certains pays de l'OCDE, et y compris le satané Danemark, dont tout le monde se gargarise par les temps qui courent, on s'en va vers des réponses de base dites transitionnelles en réplique au risque que constitue le fait de ne pas pouvoir acheter les services dont on a absolument besoin pour survivre. C'est par là qu'on s'en va. Ce qui, dit le Grand Sud S majuscule, est déjà un immense progrès parce que eux, là, sous les ajustements structurels, ils ont absolument tout perdu. Ou ils n'ont jamais rien eu, ou ils ont tout perdu. Alors, si on regarde l'affaire d'un plan global et qu'on veut préserver des régimes assurantiels au nom de la solidarité et favoriser assurance sur la dimension sociale et solidaire de cette assurance, en d'autres mots, si la forme dans la lutte l'emportait sur le fond, je crois qu'il faut comprendre et être compris. Maintenant, pour revenir chez nous, mon petit dessin propose, vous allez me dire, elle puis ses scénarios apocalyptiques. Pas sûr que c'est apocalyptique. Propose la lecture suivante. Peut-être ne s'agit-il pas d'une réforme ordinaire que cette plus récente réforme,
parce que nous sommes à un point de bascule. Comment ça risque, je ne dis pas que ça va, comment ça risque de basculer? Eh bien, une disparition progressive, je ne vais pas dire définitive, ou une réduction comme une peau de chagrin, choisissez vos mots, du régime assurantiel. Je dirais que le débat sur le rapatriement des dépenses fédérales, là, j'ai essayé d'éviter le vocabulaire technique, là, qu'on rapatrie ou pas, je dirais que la tendance générale demeure à considérer demeure la même. Alors, c'est un peu neutre par rapport à la mondialisation des enjeux de protection sociale. Donc, comment on appelait ça quand on était petit? Un CISA. Alors, mon CISA, c'est comme ça, là. Alors, oups, et qu'est-ce qui risque d'émerger ou qu'il est proposé que l'on facilite l'émergence? C'est une universalisation des mécanismes de remplacement de revenus de base pour les besoins de base, les périodes transitionnelles dans une économie mobile. Hein? Et que jusqu'à un certain point, mais pas trop parce qu'on a vécu ça sous le Washington Consensus et économiquement, c'était pas futé, mais juste un petit peu que le social devienne jusqu'à un certain point une dépense fiscale, et ce serait probablement le cas des dépenses d'entreprise. On l'a déjà eu avec le 1%, mais une espèce d'amplification de la dépense fiscale transitionnelle. Pas totalement, toutefois. Et tout ceci fondé sur notre ami Amartya Sen. Tout le monde connaît Amartya Sen, tout le monde a lu le rapport du PNUD de 2000 sur les capacités. Quel horrible mot en français, mais il faut quand même distinguer capacité de capacité. Tout ça au nom d'une vision réflexive du droit social. Ton problème, c'est pas le mien. Et une vision inclusive du droit, c'est qu'on se mêle tous de la solution et qu'on n'accepterait plus le top-down. Ça fait un gros paquet cadeau, mais pour rassurer Rachel, c'est ma dernière acétate. Et si vous perdez le reste, c'est pas grave, gardez la dernière, parce que il y a quelque chose qui me dit qu'on va faire plusieurs colloques, peu importe que le graphisme ou les mots changent, il se passe quelque chose. Quelque chose comme la reconnaissance qu'on ne peut pas laisser mourir les gens de faim, mais qu'on n'est pas obligé de remplacer un certain pourcentage de leurs revenus. Merci beaucoup.